Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui dans ce nouveau format de l'entretien, Monsieur Mohamed Smaïl, militant des droits de l'homme, ancien vice-président de la Ligue des droits de l'homme en charge des relations extérieures. Haj Smaïl, bonjour. Marhaba bik. Marhaba bik. Alors, ce qui fait l'actualité, ce qui fait l'objet de cet entretien, c'est évidemment cette évolution dans l'affaire bien connue de Nîmes. Les frères Mohamed, à savoir Abdelkader Mohamed et Si Hussein Mohamed, ont été déférés devant la cour criminelle. C'est le dénouement d'une affaire qui a duré 10 ans, une procédure judiciaire de 10 ans. La première question qu'on a envie de vous poser, vous êtes de Rilizane, les frères Mohamed sont de la même wilaya. Qui sont-ils exactement? Avant de parler de Mohamed, je tiens à vous dire qu'ils n'ont pas été déférés, mais c'est un réquisitoire. C'est le dernier réquisitoire rendu par le juge d'instruction de Nîmes pour leur traduction devant un tribunal. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant, le dossier était au niveau du juge d'instruction et que maintenant, l'instruction propose qu'il soit jugé. Voilà, l'instruction propose qu'ils soient jugés. Ils ont fait appel et le dossier se trouve encore une autre fois devant la chambre d'accusation. C'est elle qui va trancher. C'est elle qui va trancher pour savoir s'ils doivent être jugés ou pas. Si, ou pas. C'est uniquement pour la chambre d'accusation, elle doit consulter le dossier pour voir s'il y a un vice de forme. Elle peut rejeter, refaire encore une autre fois l'instruction. Elle ne donne pas un non-lieu à la chambre d'accusation. Ou qu'elle accepte et qu'il passe devant lui. Et s'il y a un vice de forme dans le dossier, automatiquement, le dossier est rejeté. Il faut refaire encore une autre fois, une deuxième fois l'instruction. Donc je reviens à ma question. Qui sont les frères Mohamed? Les frères Mohamed, c'est des gens qui habitent Jdioua. C'est un petit village, c'est à 30 km de Rilizane. Le père, à l'époque, et avant les événements, était un garde champêtre. Et après l'interruption des élections 92 par le fils. Donc, tout le monde, toute personne travaillant à l'administration était visée. Les frères Mohamed se trouvaient en France à cette époque. Déjà. Que ce soit Adda, le Hussein, dit Adda, ou que ce soit Abdelkader. Ils étaient mariés à 2 Algériens de nationalité française. D'accord. Et qui sont eux aussi de Jdioua. À la constitution du groupe JLD, groupe autodéfense la première fois, parce qu'au moins il appelait ça comme ça. Leur père les a demandé de rentrer. Parce qu'ils commençaient à s'organiser, à nommer des decks, à prendre les armes et lutter soi-disant, entre parenthèses, contre le terrorisme. Les 2 frères sont rentrés de France. Abdelkader, il était à la tête de la commune de Hmedna comme Dek. Le Hussein, il est devenu adjoint de Fergan à Rilizane. Alors on rappelle, Dek, c'est l'équivalent de maire. C'est l'équivalent de maire, c'est une délégation exécutive communale nommée par l'administration. D'accord. Elle n'est pas élue, elle est nommée par l'administration. Et Abd était Dek de Jdioua. Donc la famille Mohamed tenait 3 villes sur la arène. Pas uniquement 3, mais il y avait des cousins, et des cousines, etc. Il y avait le maire de Hamri qui c'était un Mohamed aussi, c'est un cousin. Il y avait 2 ou 3 communes, 2 petites communes qui ont été tenues par les Mohamed. Donc il y avait 5 ou 6 communes tenues par moi. Dans la wilaya de Rilizane. Dans la wilaya de Mohamed, le plus jeune, il était à la tête de la mairie de Jdioua, Oued Jema'a. D'accord. Donc ils sont dans l'administration locale, on va dire. Oui, mais c'est pas les faits qui leur sont reprochés par la justice française. Non. Et puis ce groupe JLD, il y a eu une partie qui s'est transformée en milice. La milice, comme vous le savez, agissait seule. La milice, elle faisait le travail de policier, elle faisait le travail de gendarme, elle faisait le travail de juge. Donc ils étaient libres.
Alors, c'est la milice de Abd Mohamed ou c'est la milice de Hadj Fergan, de Relizane? C'était entre les deux. Fergan, c'était pour la région, pour la wilaya de Relizane, et Abd pour la région de Jdouia. Et comment se sont retrouvés les frères Mohamed dans cette milice? Dans cette milice, c'est leur père qui a été, je crois en 95, il a été tiré par un groupe de terroristes, il a été blessé, gravement blessé. Et c'est comme ça que c'est une revanche. Ils étaient dans cette milice pour venger la blessure pour venger la blessure de leur père, de Abd. Un peu plus tard, je crois qu'il y a eu un événement encore plus dramatique dans la famille des Mohamed. Ils ont perdu un frère. L'exécution de leur frère, bien sûr, il était armé, il portait un Kalachnikov à l'époque. C'était le maire de Oued Jema'a. Il a été tiré par un groupe armé qui n'a pas été identifié à ce jour. Pour eux, c'est le terrorisme. Pour eux, et puis c'était la famille de ces terroristes de la région de Jdouia qui ont été visés par la milice. Après leur deuil, 24 heures après, ils ont vengé le frère Mohamed par 15 innocents qui ont été pris de chez eux, la nuit, torturés et exécutés. Ça, l'événement le plus dramatique de l'époque. Et puis ils ont été sommés par l'armée, par le commandant de secteur à l'époque, Abdel Fattah, et le commandant de la DRS, Mustafa, d'arrêter le massacre. Sinon, ça serait plus de 20 ou 40 ou 50, je ne sais pas. Parce que pour eux, c'est une vengeance. Et ils l'ont dit. Abd l'a dit. Moi, je vais venger mon fils. Et il l'a fait. À l'époque, moi, par un télégramme, j'ai saisi la présidence de Zroual, du massacre. Ça se passe quelle année, ça 96. Et puis, j'ai saisi l'autorité locale qu'il y a un grand dérapage et qui sera irréparable. Je le savais, j'avais de l'information. D'autres gens ont été portés sur la liste et qui allaient être exécutés dans les prochains jours. Donc, Zroual, il a pris ses responsabilités et il a saisi l'autorité locale en leur mettant devant leurs responsabilités et qui sont responsables de tout acte à Relizane. Acte criminel. D'accord. Qui sera à Relizane, qui sera programmé au... Alors, comment cette affaire s'est retrouvée devant la justice française? Parce que ça se passe quand même à Relizane dans les années 90. Ça se passe à Relizane, la justice algérienne n'a pas voulu prendre en main ce dossier. Nous avons déposé une dizaine de plaintes à Ouadriou, à Relizane. Mohamed Smaïl, quand vous dites nous, c'est la Ligue... C'est la Ligue des droits de l'homme et les victimes. Il faut les victimes. Moi, je suis ni victime, ni partie civile. Donc, il faut que je marche avec les parents des victimes. Moi, en tant que Ligue. En tant que Ligue, je me suis constitué partie civile parce que ça se passait à Relizane. Je n'ai jamais été d'ailleurs reçu par un magistrat. Jamais. Il y a des familles qui n'ont jamais été, eux aussi, n'ont pas été reçues par la justice, malgré leurs doléances et les plaintes qu'ils ont déposées. Il y a des faits précis qui ont été rapportés à la justice algérienne sur les agissements de la milice. Il y avait des témoignages, il y avait des faits précis, il y avait des témoignages, témoins oculaires qui ont assisté, qui ont vu, qui ont connu cette milice. Parfois, ils portaient la cagoule. Des fois, non, à visage découvert. Donc, toutes les plaintes que nous avons déposées ont abouti par un non-lieu. En Algérie. Un non-lieu, après quelques jours d'enquête, d'instruction, puis c'est le juge d'instruction qui décide un non-lieu, ou bien c'est des affaires, des dossiers qui ont été classés purement et simplement. Pourtant, en 1988, moi je me rappelle bien que la milice que dirigeait le DEC de Relizane, Hadj Fergan, a été arrêtée par les autorités. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, à cette époque, ils étaient couverts par le général Bekouche. Au départ de Bekouche, il y avait le général Kamal Abdelrahman. Kamal Abdelrahman, il a voulu faire une action pour apaiser la situation. Il était vraiment... Donc, il a procédé à son arrestation par le biais des services de sécurité de la 10e région militaire. Il y avait une douzaine de ces miliciens qui ont été arrêtés, les plus connus,
dont Abd, Le père des deux frères Mohamed a été arrêté. Voilà, le père et Hussein. Un des deux frères Mohamed a été arrêté en Algérie. Ouais. Abd et son fils Hussein, Fergan et son fils Ali. Il avait 6 autres miliciens, un de Zmoura, un de Sidi Mohamed. Et au bout d'une semaine, ils ont été remis en liberté. Moi, j'ai côtoyé le général Kamal Abdelrahman. Ils ont reçu un télégramme manant de la présidence, libérer les intéressés et ficeler le dossier. D'accord. En tant que militaires, ils ont exécuté parce qu'ils ont été entendus par le procureur. Et il allait passer devant le juge d'instruction. Le procureur a demandé une instruction. Donc, ils ont été libérés et à ce jour, rien n'a été fait dans ce sens. Mohamed Smaïl, en 98, quand la deuxième RM arrête la milice de Haj Fergan et de Mohamed Abd, le gros de ce qui est reproché à cette milice est déjà fait. Déjà fait. Hein. On est en 98. L'essentiel des disparitions, des exécutions sommaires se déroule entre quelle année et quelle année? Les exécutions sommaires ont commencé. La première exécution sommaire, c'est dans les années 93, fin 93. Et puis ça a continué, 94, puis on jetait les corps. Il n'y avait pas d'enterrement, on n'enterrait pas, on jetait le corps, il y a toujours un mot sur la poitrine défunt, œil pour œil, dent pour dent, et malheur à celui qui a commencé le premier. Donc l'ensemble de ces gens massacrés, c'est des sympathisants, parfois c'est des militants des fils, il y a des sympathisants, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, le fils. Ils n'ont jamais été militants. Pourquoi ils ont été ciblés? Parce qu'ils sont fortunés, parce que c'est une vengeance qui date depuis un règlement de compte qui date depuis des années. Entre des membres de la milice et même un voisin qui n'était pas d'accord avec eux, et c'est comme ça. C'est ça qui nous a étonnés. Que lorsqu'on trouve, et on arrive à l'identifier, on connaît qu'il n'est pas dans le fils. Pourquoi il a été exécuté? On pose le problème. La plupart de ces gens, c'est des bijoutiers. Ils ont été tous rançonnés. Avant, non. Ils ont été volés après leur exécution. D'accord. On amène le bonhomme le soir chez lui. D'abord, on fait une perquisition. On prend tout ce qu'on trouve, or, argent, et puis on l'amène au magasin pour ouvrir le coffre. D'accord. Et il disparaît après. Et il disparaît. Il y a combien de personnes encore en situation de disparition dans la wilaya de Relizane? Relizane, nous avons actuellement qui sont c'est-à-dire inscrits, c'est 200. 200 personnes. Donc, nous on passe parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas porté plainte. Par peur, ils n'ont pas porté plainte de disparition d'un parent, d'un fils ou d'un père. Ils n'ont pas porté plainte. C'est entre 300 et 400. Très bien. Alors, comment l'affaire se retrouve en France? La justice algérienne, on a bien compris, elle a donné des non-lieux, elle n'a pas voulu enquêter. Comment c'est passé en France? Elle n'a pas voulu enquêter. Donc, nous, on est obligés de faire tout ce qu'on peut faire pour un procès, que ce soit en France ou en Angleterre. D'abord, la justice française, c'est une justice universelle. Même l'ensemble de la justice européenne, c'est une justice universelle, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, que ce soit... Premièrement, et les deux criminels résident en France, sur le territoire français, dont l'un est de nationalité française. À quel moment ils ont quitté Relizane? Abdelkader l'a quitté en 98, 2 jours après l'arrestation de son père et de son frère. Le Hussein, à sa sortie, il est resté quelques mois, 5 ou 6 mois, et que sa femme vivait en France. À l'époque, il avait 2 enfants. Donc il est reparti en France. Il est reparti en France. Et il était déjà à la nationalité française. Il avait déjà la nationalité française. Donc on a saisi la justice française en tant que justice universelle et que les criminels résident sur le territoire français. Il avait toutes les compétences pour les juger. Nous avons déposé plainte. Et comme nous ne résidons pas en France, dans la loi française... Donc c'est la Ligue algérienne qui a déposé plainte, c'est les victimes, c'est la FIDH... C'est les victimes, mais ils ont été, si vous voulez, épaulés par la Ligue des droits de l'homme. D'accord. Et c'est la Fédération internationale qui a été compétente. Et en même temps, ils sont venus en Algérie, ils ont fait une enquête sur le problème des disparus. Ils avaient tout un dossier complet.
C'est la FEDH qui a porté plainte avec la fédération, la Ligue des droits de l'homme de Paris et la LDDH. J'ai été consulté par le juge d'instruction sur les événements qui sont passés à Lausanne. Je suis ni partie civile. En France, vous n'êtes pas partie civile. J'étais partie civile en Algérie. En France, je suis ni partie civile, ni témoin. En tant que responsable de la Ligue des droits de l'homme, j'ai été consulté par le juge d'instruction sur les événements passés à Lausanne. Du temps de disparition forcée. Alors, l'instruction démarre en quelle année en France? Elle démarre en 1994. En France. En France. Elle démarre en 2004. Elle démarre en 2004 en France. Puis elle passe par par le procureur qui accepte d'ailleurs de soumettre le dossier à l'instruction. Il aurait pu ne pas la soumettre, il aurait pu rejeter à son niveau. Hein, non, procureur. Il ne pouvait plus parce qu'on avait présenté un dossier complet. Un dossier qui il n'y avait pas de doute ou de suspicion. Il n'y avait pas de doute. Le dossier, 6 mois après le procureur, il a été remis au juge d'instruction. Alors le juge d'instruction, vous savez, quand quelqu'un réside à l'étranger, il donne toujours du temps. On ne convoque pas le lendemain pour se présenter. Il demande 3 à 4 mois. Ils nous ont convoqués. Les témoins qui ont déposé plainte, qui ont remis les dossiers, les plaintes à la FEDH, et moi en tant que... Donc il y a des témoins de Lausanne qui ont été témoignés à Nîmes. Nous avons organisé ce témoignage, parce que tout le monde voulait partir témoigner. Il n'y a pas que 7 ou 8 victimes de Mohamed à Lausanne. Il y avait une centaine qui ont porté plainte contre les Mohamed. Nous avons sélectionné quelques témoins que nous avons soumis à la justice française. Ils les ont convoqués. Nous sommes partis en France pour témoigner. Moi, je suis parti pour assister les témoins en tant que militant de droits de l'homme. Les autres, c'est possible, il n'y a pas eu de pression des autorités algériennes pour empêcher... Si, ils ont influencé pas mal de témoins qui se sont d'ailleurs retirés. Ils sont retirés, ils n'ont pas retiré la plainte, mais ils sont retirés, ils sont plus déplacés pour témoins. Mais au bout du processus, apparemment, il est resté suffisamment de témoins pour pouvoir poursuivre l'instruction. Il y avait des témoins qui habitaient en France et qui d'ailleurs se sont présentés eux-mêmes de leur propre initiative au juge de Nîmes, lorsqu'ils l'ont su par la presse française et par les radios. Ils ont parlé un peu de cette affaire. Ils se sont présentés d'eux-mêmes de leur propre initiative devant le juge d'instruction de Nîmes pour porter plainte. On s'appelle, Mohamed Smaïl, que la Ligue des droits de l'homme, vous-même, avec les familles de disparus, vous avez fait un travail sur les charniers dans la wilaya de Lausanne et vous avez exhumé notamment la dépouille d'une des victimes des milices, des victimes supposées des milices. C'est le père Saïdan. Donc la famille Saïdan, elle fait partie des victimes qui ont déposé plainte. Pourquoi nous sommes acharnés pour ces charniers, pour exhumer ces charniers? L'État n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait des morts, qu'il y avait des charniers, Elle disait toujours qu'il n'est au courant de rien. Pour l'État, l'ensemble des disparus ont pris le maquis. Pour elle, ils ont été, puis il y avait même des témoignages. Donc vous avez ramené une preuve physique. Voilà. Le Hajj Abd, en 96, lors de sa disparition, parce que le Hajj Abd il a été enlevé à 9h du matin devant son domicile. Hajj Abd Saïdani. Le Hajj Abd Saïdani a été enlevé à 9h du matin devant son domicile. Il y avait la présence des 2 frères Mohamed, la présence de Fergan et la présence de la milice de Sidi Mohamed. Il a été enlevé à bord d'un véhicule appartenant à la commune de Sidi Mohamed. Cette plainte a été déposée, elle se trouvait toujours dans mon bureau. Elle avait une copie pour la Fédération internationale des droits de l'homme en 1996. Ce n'est pas en 2004 qu'on portait les accusations contre les 2 frères. Très bien. C'est en 1996 que les plaintes, 96-97, que les plaintes ont été déposées par les parents des victimes au bureau de la Ligue en 96-97. Ce n'est pas en 2004. Donc les gens qui vous reprochent d'avoir porté l'affaire en France, vous leur dites que c'est parce que la justice algérienne... Les gens ne connaissent rien sur ce dossier, ne savent rien. C'est le plaisir de parler. C'est tout.
C'est le plaisir de parler de l'affaire des Nîmes, de parler du dossier, alors qu'ils sont à travers de la réalité. Ils connaissent rien réellement. Alors, il n'empêche qu'en France aussi, ça a été difficile de faire, parce qu'on est resté quand même, ce dossier est resté 10 ans. 10 ans, parce que le premier juge d'instruction, il est mort par un accident. Il fallait à ce juge au moins 3 ans. Il y a des commissions rogatoires qui ont été envoyés au ministère de la Justice algérien. Il n'a jamais collaboré avec la justice française pour connaître la vérité. Donc il a fait un peu la même chose un préjudice. Il a fait la même chose que le juge Trividic, c'est-à-dire qu'il a voulu interroger des parties ici en Algérie et la justice algérienne a refusé. A refusé même les commissions rogatoires, pas uniquement la présence du juge. C'est des commissions rogatoires qu'on doit répondre à ces commissions. Parce qu'il y avait des noms que nous avons donnés des victimes et il n'y avait pas de témoignage. Il n'y avait pas les parents ils ont peur, ils n'ont pas voulu. Ceux qui accusent les Mohamed. Et puis le juge il a envoyé des commissions rogatoires pour entendre, par la voie de la justice, par le biais de la justice, entendre les parents des victimes pour compléter le dossier. L'Algérie a toujours refusé de collaborer, ou plutôt la justice algérienne a toujours refusé de collaborer sur... Alors le premier juge d'instruction qui est mort, ça ne justifie pas 10 ans d'attente quand même. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il fallait un deuxième juge, le temps qu'il s'installe, le temps qu'il prend connaissance du dossier, le temps qu'il suit les commissions rogatoires, le temps qu'il convoque d'autres témoins, ça demande du temps. Ça demande aussi 2 ou 3 ans pour fermer le dossier. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des pressions politiques aussi algériennes pour empêcher que l'affaire aille... On ne le pense pas, mais c'est la justice, l'intervention du gouvernement algérien était bel et bien fait en France. Il y a eu l'intervention auprès du président Sarkozy, une autre intervention, la première c'était auprès de Chirac, et puis la deuxième c'était au niveau de Sarkozy. Pour François Hollande, on ne le sait pas. Le dossier a fini par arriver, par avancer. Donc on peut penser que... Moi je dis avancer le dossier, c'est grâce à nos avocats qui sont en France. Patrick Boudouin, il y a 3 avocats qui ont été constitués par la Fédération internationale des droits de l'homme. Les 3 avocats sont connus mondialement. Ils ont fait bouger les choses, malgré le... Si la justice française ne finit par ne pas juger, bon, et pour le moment elle est partie pour juger cette affaire, si elle finit par ne pas la juger, qu'est-ce qui peut se passer? Écoutez, il y a 2 commissions rogatoires. Il y a celle du procureur de la République, de décision de... Comment dirais-je décision de justice. Il y a celle du procureur de la République et celle du juge d'instruction les 2 ont demandé la traduction des intéressés devant la Cour criminelle. Il n'y aura pas besoin d'aller devant le Conseil, devant la Commission européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, s'il y a une intervention politique, on essaie toujours de retarder la chose, mais pas la bloquer définitivement ou la classer. Maintenant, ils sont obligés de passer devant une cour. S'il y a intervention, s'ils peuvent faire intervention devant la Cour, peut-être. Comment vous expliquez Mais classer le dossier maintenant, c'est difficile pour la justice française. Mohamed Smaïl, comment ont réagi les familles disparues à la nouvelle d'un procès éventuellement en France? À Vélizen, comment elles ont réagi? Vous continuez à vous réunir tous les mercredis? Tous les mercredis. Il y a un grand soulagement à cette affaire. Il y a un grand soulagement. Que ce soit le procès en France ou ailleurs, il y a un grand soulagement pour le problème pour les familles disparues. Premièrement, c'est connaître la vérité. Si les 2 Mohamed seront condamnés, même une condamnation symbolique, ils seront reconnus comme coupables. Et c'est une satisfaction pour les familles disparues. Si les frères Mohamed seront condamnés à une condamnation ferme, ça c'est autre chose. C'est la plus grande victoire de la famille disparue. Il y a un soulagement. Alors vous aurez quand même... là, il y a des voix qui se sont exprimées en Algérie pour dire c'est pas normal que ce soit jugé en France. Pourquoi c'est maintenant que l'affaire arrive devant le tribunal, qu'elle risque d'arriver devant le tribunal? C'est question de temps. On l'avait dit que l'affaire est passée entre les mains de 4 juges d'instruction.
Un juge, quand il s'installe, prend connaissance, il n'y a pas que le dossier de Mohamed. Il ne va pas uniquement trouver que le dossier de Mohamed sur la table. Donc c'est un hasard si c'est maintenant que ça arrive devant le... C'est un hasard de calendrier, voilà. C'est un hasard de calendrier, c'est tout. Parce qu'il y a eu des supputations pour dire c'était un... on a même lu des commentaires pour dire c'est au moment où la France demande à l'Algérie d'intervenir en Libye, que l'Algérie refuse, etc. Peut-être qu'on peut manier un procureur. Peut-être. Moi je dis peut-être en France, parce que c'est un état de droit. Peut-être on peut manier un procureur parce que c'est l'administration. Mais le siège est impossible. Un juge d'instruction, c'est impossible. Eh bien. C'est impossible. Alors, est-ce que ça vous donne l'espoir parce que cette affaire, ça va être la première fois qu'on va juger des faits liés aux événements des années 90, enfin la guerre civile des années 90. Vous avez vécu dans votre chair cette guerre civile puisque vous avez perdu un fils dans cette guerre civile qui était peut-être du mauvais côté. Hein, l'histoire jugera. Est-ce que ça vous donne pas envie qu'est-ce que vous proposez aux autorités algériennes pour qu'on n'ait pas encore des procès à l'international et qu'on puisse traiter ça? Qu'elles prennent ça en main. Elle doit prendre le problème des disparus en main. Il faut faire la vérité sur ces disparitions forcées. Vous pensez que c'est encore possible? C'est tout. Bien sûr que ce n'est jamais trop tard. Et ce n'est pas le dernier procès qui aura lieu. Justement, à l'étranger. Il va y avoir des ça procès. Ne sera pas nous avons attendu 10 ans, on peut attendre s'il le faut. Il a Mara. C'est content pour connaître la vérité et faire connaître la vérité au peuple algérien. C'est tout. Ça, c'est une question qui devra être traitée par les Algériens eux-mêmes. Par les Algériens eux-mêmes. Mais ils sont incapables, par peur, je ne sais pas. Manque de courage. Moi, je dis c'est un manque de courage. Vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Les gens ont reconnu les erreurs qu'ils ont commises. Et puis l'affaire a été classée, il y a eu une réconciliation, une vraie réconciliation. La milice de Haj Fergan Abd Ajdiwiya, c'est une milice qui a travaillé avec l'État, c'est peut-être pour ça où elle a agi seule. Elle ne travaille pas avec moi, je pense, il y a mes connaissances de cause, ils n'ont pas travaillé avec l'État. C'est quoi? L'État, c'est un gouvernement. L'État, à l'époque, c'était Zerwal, le gouverneur Zerwal, il était le président, c'est ça l'État. Ce n'est pas Gaït Saleh, ce n'est pas un colonel ou un commandant qui... Mais il y avait un dérapage. Quand ils faisaient les perquisitions, quand ils enlevaient les gens de chez eux, est-ce qu'ils étaient accompagnés par des officiels, C'est un peu ça. C'est peut-être pour ça. Non, la grande majorité de temps, ils ne sont pas accompagnés par les officiels. La milice, moi je le dis toujours, et en connaissance, ils ont agi seuls. Ils ont agi seuls. Parce qu'il y a un fichier au niveau de la police ou de la gendarmerie. Les gens qui sont connus par leur sympathie ou par le militantisme envers le fils. Ils sont connus. Mais ceux qui ont été enlevés et fait disparaître, il y avait 60% qui n'ont rien à voir avec le fils. Mais on voulait la lumière sur ça. Et pourquoi ils ont été... D'après vous, Mohamed Smaïl, pourquoi ils continuent à être protégés alors? Pourquoi Haj Fergan il vit en liberté à Relizane? Bien sûr. Donc il continue à être protégé. Bien sûr, maintenant il ne peut pas être poursuivi en Algérie par la Concorde. C'est la loi qui le... C'est la loi qui le protège. Maintenant ils sont protégés par une loi. On ne peut pas les poursuivre. On ne peut pas les poursuivre. Par contre, à l'étranger, si. Indescriptible. Les crimes commis contre l'humanité. Mohamed Smaïl, vous avez subi beaucoup de tracas, évidemment, puisque vous avez... quand même été vous avez accompagné les familles disparues, vous avez travaillé, vous avez constitué des dossiers, vous avez exhumé des charniers, vous avez assisté les victimes dans leur procédure à Nîmes et donc en France. On vous a retiré votre fiche d'ancien Moudjahed. On vous a interdit de sortir, on vous a mis en prison il y a 2 ans. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même que cette évolution de l'affaire à Nîmes vous attire encore de gros ennuis? Non, je n'ai jamais redouté, je n'ai jamais eu peur de gros ennuis, qu'ils soient petits ou grands. Ce que j'ai fait le travail d'un militant de droits de l'homme. C'est tout. Je n'ai pas soit par une vengeance contre les Mohamed, d'ailleurs je ne les connaissais pas avant. Je n'ai aucune relation avec la famille Mohamed. Ils disent à Relizane Fergan, parce qu'il est natif de Relizane, c'est un conflit de tribalisme. C'est pas vrai, c'est faux. Je suis militant, j'étais à l'époque responsable de cette organisation, donc je devrais agir. Les fils sont passés à Relizane, je ne me suis pas déplacé. D'ailleurs, à un moment, j'étais responsable du problème du dossier des familles disparues à l'échelon national. Mais j'ai parlé de ce que j'ai vécu. J'ai vu de mes propres yeux.
J'ai constaté, j'ai été sur place, j'ai mené des enquêtes, des investigations. Donc j'ai parlé de Relizane. Pour ne pas dire que, alors eux ils pensent que c'est une affaire de tribalisme entre Fergan et Hasmaïn. Non, affaire de militantisme et nationalisme. Ce que nous sépare, moi et Fergan, c'est une rivière de sang. Une rivière de sang. Et ces gens sont enrichis en plus. C'était ça la motivation? À 99%, c'était ça. C'est des gens qui n'ont jamais eu le pouvoir. C'est des gens qui n'ont jamais été dans le pouvoir. C'est des gens qui n'ont jamais eu de responsabilité. Ils ont profité de la situation. Ils ont profité de la situation. La première fois, quand ils ont demandé un DEC à Relizane, ils l'ont demandé à des gens nobles, à des citoyens, des citoyens nobles. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont sauté sur l'occasion. C'est tout. Ils sont enrichis, ils ont eu un pouvoir vraiment, lorsqu'on a le droit de vie ou de mort sur les personnes. Pourquoi pas? Est-ce qu'il risque d'y avoir d'autres victimes qui déposent plainte pour d'autres personnes de la milice qui sont à l'étranger? Est-ce que c'est... À l'étranger, il n'y a pas de miliciens. Parce qu'on est là à Relizane et on surveille les déplacements, on surveille, on connaît. Si jamais quelqu'un se déplace à l'étranger, on rebelote. C'est un milicien, mais les patriotes, ils étaient 450, 500 à Relizane. Il y avait 60 bonhommes qui ont dérapé. C'est pas l'ensemble, nous avons des amis. Il y a des patriotes qui ont été tués par les miliciens.